Bon, je pense qu'on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à tous au webinaire Coloris. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'approche Coloris, qui consiste à proposer l'informatique en maternelle sans écran. Si vous avez des problèmes techniques, je commence par les choses un petit peu triviales, vous pouvez contacter Perrine, vous devez avoir son adresse email puisque normalement c'est elle qui vous a invité. Et vous allez pouvoir nous poser des questions. Et je vois déjà qu'il y a des premières questions sur la partie Q&R. On est parti pour une petite heure de webinaire. Et donc, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je suis Amélia, la fondatrice de Coloris. Et j'anime ce webinaire en compagnie de Aurélie Jean, qui est juste pas à côté de moi, en fait. Et Fabienne Baudu. Donc Aurélie Jean nous a fait l'honneur d'accepter de participer à ce webinaire. Je vais commencer par te présenter, Aurélie. Donc Aurélie est une scientifique numéricienne et entrepreneuse qui partage son temps entre les États-Unis, la France, entre le conseil, la recherche, l'enseignement et les contributions éditoriales, notamment au Point. Je vous invite à lire toutes les semaines sa chronique qui est hyper intéressante. Elle a récemment écrit et publié un livre génial, on peut le dire, enfin moi j'ai adoré en tous les cas, qui s'appelle De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Et ce livre relate son parcours et embarque le lecteur dans un voyage au pays des algorithmes, un voyage qui est ponctué de mathématiques, de machines, d'algorithmes et de rencontres très inspirantes. Donc Aurélie, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent, est une amie. Mais c'est un très très bon livre, très objectivement, je vous le recommande, les yeux fermés. Donc Aurélie, ton livre, comme je viens de le dire, raconte ton parcours et j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui parce que justement, ce parcours est vraiment symptomatique de la révolution numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et couramment, quand on parle d'informatique, on pense à des usages assez basiques, au GPS, à Skype, aux réseaux sociaux, etc. Mais j'ai la conviction, et je crois que toi aussi, que l'informatique transforme bien plus profondément que ça notre société. Et est-ce que tu peux t'appuyer sur ton propre parcours pour illustrer cette vérité ? Oui, merci Amélia et merci à tous. Bonjour à tout le monde, tous les gens connectés. Je te remercie de m'avoir invitée. Et en effet, j'ai dit oui tout de suite parce que je soutiens Coloris depuis le début et était une de mes meilleures amies. Donc, c'était évident que j'allais le faire. Et puis, j'ai pas grand-chose à faire en ce moment. Non. Donc, C'est donc tout en à fait, fait faux. c'est pas vrai. Donc en fait, oui, c'est vrai que quand on pense en sciences informatiques, on pense tout de suite en fait ce qu'on a sur le téléphone portable, ce qu'on a sur nos ordinateurs, ce qu'on utilise au quotidien comme outil, et ce qui est à raison d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les sciences informatiques, avec l'algorithmique, avec des modèles numériques, le tout pour simuler un phénomène de la réalité, pour l'analyser, pour le comprendre, mais aussi faire des prédictions. Et donc, moi, en fait, c'est ce que j'explique dans le livre. Je donne quelques exemples, parce que je ne peux pas tout donner, bien sûr, mais j'ai donné quelques exemples d'applications de ce que moi j'ai fait. Et entre autres, j'ai donné des exemples médicaux, que ce soit sur le cœur, à savoir faire des modèles numériques et des simulations numériques donc par ordinateur pour aller simuler la régénération du cœur in vitro en laboratoire. Donc, pour que les gens comprennent, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des médecins qui travaillent sur la création d'un muscle cardiaque en laboratoire pour remplacer un muscle malade d'un patient à la suite d'un infarctus. Donc moi, j'ai fait des modèles pour justement essayer d'améliorer cette technique. Et puis, j'ai travaillé quelques années plus tard sur le traumatisme crânien, en particulier sur la modélisation du comportement élastique et plastique du cerveau, pour pouvoir identifier les pics de pression dans le cerveau lorsqu'une tête humaine était impactée par un choc, justement pour définir le risque de traumatisme crânien de l'individu. Et puis après, donc, comme j'ai dit dans le livre, je l'ai aussi appliqué dans le domaine économique, dans le domaine de la finance, dans le journalisme aussi. Voilà. Et je continue aujourd'hui à travailler d'une part dans le domaine médical, mais aussi dans plein d'autres domaines avec notre équipe de conseil. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je sais que tu prends beaucoup la parole, notamment dans les médias, pour expliquer que c'est finalement très important que tout le monde s'intéresse à ce sujet, que tout le monde s'intéresse aux sciences informatiques. Pourquoi, d'après toi, est-ce important ? Alors, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on utilise tous des outils issus des sciences informatiques au quotidien et que ces outils, en fait, nous assistent, nous aident, parfois prennent des décisions pour nous et qu'en fait, il est important
à tout âge, de comprendre comment ces outils fonctionnent de façon à être en une position, ce que moi j'appelle la position d'utilisateur éclairé. C'est-à-dire qu'on comprenne les outils et du coup on décide de quels outils utiliser, comment les utiliser et pour quel objectif en particulier. Et donc moi je défends énormément cette idée que tout le monde doit comprendre. Et quand je dis ça, je dis pas. C'est pour ça que je défends l'idée aussi d'apprendre le code, parce qu'en fait, il y a des gens qui rejettent ça de façon épidermique en disant que ça ne sert à rien d'apprendre le code parce qu'on va pas tous être des développeurs. Et je pense que le raisonnement est bancal, parce qu'en fait, on apprend le français et on fait de l'expression écrite et de l'explication de texte jusqu'en terminale. Et pour autant, on ne devient pas tous écrivains ou journalistes. Et donc, je pense qu'il faut avoir ce recul aussi avec les sciences informatiques pour comprendre en fait que c'est une discipline en plus transversale, c'est-à-dire qu'il y a des mathématiques, il y a de la physique, il y a pas mal de disciplines derrière ça, et qu'en fait, on peut justement après mieux comprendre les outils et du coup avoir une position plus maîtrisée par rapport à tous ces outils. Super. Donc, finalement, on doit tous devenir développeurs demain, c'est ça que tu es en train de nous dire? Non, justement, on ne devient pas tous développeurs. Justement, on doit justement essayer d'apprendre. Vous savez, enfin, c'est assez rigolo, mais peut-être que les gens ont déjà fait, mais en tout cas, à tout âge, on peut apprendre le code informatique et on se rend compte que, moi je me rends compte, parce que j'enseigne l'algorithmique et donc je fais faire du code informatique aux élèves, donc c'est des élèves beaucoup plus vieux, hein, parce que ils ont plus de 25 ans, mais en tout cas, ces gens-là, en fait, ces étudiants, lorsqu'ils apprennent, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en une journée de code déjà, ils apprennent et comprennent ce qu'est un algorithme, ils en ont écrit un, ils en ont implémenté un, ils comprennent ce qu'est une data, ils comprennent ce que c'est une data structurée, ils comprennent ce que c'est d'effacer une data, c'est très important parce que effacer une donnée ne veut rien dire, ça dépend comment on le fait. Ils comprennent ce qu'est la mémoire de l'ordinateur, ils comprennent tellement de choses qu'à la fin, en fait, ils ont des éléments de langage et de compréhension pour pouvoir poser les bonnes questions lorsque eux, après, sont amenés à utiliser un outil dans leur quotidien. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas apprendre le code pour être développeur. Au même titre, on n'apprend pas à écrire un texte dans le but de devenir écrivain, mais au contraire de structurer sa pensée, d'apprendre à poser sa pensée sur une feuille de papier avec des mots. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va apprendre, en fait, la logique de cette science, la logique des outils. On va apprendre, du coup, à avoir les éléments de compréhension et de langage pour pouvoir poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions. Super, merci. Alors, il y a un autre sujet qui te tient particulièrement à cœur, c'est le sujet des biais. Est-ce que tu peux définir ce qu'est un biais quand on parle d'algorithme et en quoi la sensibilisation du plus grand nombre permet de prévenir cet écueil? Oui, alors en fait, donc c'est vraiment en plus le fil rouge dans mon livre. Donc on a tous des biais cognitifs dus à notre histoire, notre langue, nos origines ethniques, notre religion, notre orientation sexuelle, ce qu'on fait, notre métier, etc., etc., notre entourage. Et donc on a des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a des manières parfois déformées de voir les êtres et les choses. Et donc ça a été démontré, c'est que on sait que lorsqu'on produit quelque chose, ça peut être un texte, ça peut être un dessin, ça peut être un algorithme ou un objet tangible, on transfère ces biais cognitifs à la chose que l'on crée. Et donc, partant de ce principe, il faut prendre conscience de ces biais cognitifs pour éviter de les transmettre aux choses qu'on conçoit et donc à l'algorithme. Et je dis ça parce que, par exemple, pour les algorithmes, donc le biais cognitif se transforme en ce qu'on appelle un biais algorithmique qui peut ensuite amener à ce qu'on appelle de la discrimination technologique où en fait l'outil va écarter une partie de la population de l'usage de l'outil. Je vous donne un exemple. Je le donne souvent cet exemple parce que c'est le plus flagrant en fait. C'est le cas des premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui par exemple ne reconnaissaient pas les peaux noires. Et donc, j'encourage les gens à aller voir le TEDx, le TED Talk de Joy Boulouami, en fait, qui est une chercheuse du MIT et qui, à l'époque, travaillait sur ces algorithmes de reconnaissance faciale. Elle est noire et, en fait, l'outil ne fonctionnait pas sur elle. Elle pensait que l'outil était cassé. Et, en fait, elle s'est rendue compte plus tard que ça fonctionnait sur ses collègues blancs. Et elle a mis un masque blanc sur son visage et elle a réalisé, en fait, que l'algorithme reconnaissait alors son visage. Et donc, pourquoi l'algorithme faisait ce qu'on appelle de la discrimination technologique en écartant les populations noires ou à peau foncée en fait, de l'usage de l'outil, c'est parce qu'en fait, ça venait d'un biais cognitif de la part des gens qui ont pensé, conçu, testé, vendu cet outil qui était sûrement principalement blanc. Et donc, alors après, il y a des origines techniques, autant dans la partie explicite de l'algorithme, donc tout ce qu'on décrit à la main explicitement, ou dans la partie implicite, c'est-à-dire la partie en fait, qui va être extraite pendant l'apprentissage, donc la logique algorithmique qui va être définie pendant l'apprentissage, donc qui n'est pas explicitement écrite à la main par
les scientifiques ou les développeurs. Et donc, c'est très important de comprendre ce qu'est un biais algorithmique parce que d'une part, on comprend le mécanisme, on comprend du coup comment l'éviter, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue non technique, parce qu'on peut faire des choses aussi pour éviter d'introduire un biais sans que ce soit des solutions techniques. Et puis, en tant qu'utilisateur aussi, c'est important de le comprendre de façon à ce que si un outil ne fonctionne pas ou fonctionne mal, qu'on puisse penser éventuellement que ça vient d'un biais algorithmique et peut-être pas d'un autre type de bug. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a quelques questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous les renvoyer par email si jamais vous tenez à avoir une réponse et qu'on n'a pas pu la fournir aujourd'hui. Vous pouvez aussi les mettre sur le compte de Coloris Instagram, poser vos questions, tout le monde répond. Absolument, voilà, sur nos réseaux sociaux, c'est une très bonne idée. Alors, je vais t'en poser deux quand même, qui sont des questions voilà, qui reviennent sur les bases. Peut-on rappeler ce qu'est un algorithme? Oui, très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Donc, un algorithme, c'est un ensemble d'opérations, de tâches à exécuter selon une certaine logique, une certaine séquence, pour répondre à une question ou résoudre un problème. Partant de ce principe, aujourd'hui, quand on parle d'algorithme, on parle d'algorithme numérique, c'est-à-dire celui qui est destiné à être écrit dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur pour faire une décision. Encore une fois, pour répondre à une question, résoudre un problème. Mais en fait, l'algorithmique, c'est une science qui est très ancienne, parce que le mot lui-même, algorithmique, date du 9e siècle du nom d'un mathématicien perse, Al-Khwarizmi. Mais en fait, le concept même de raisonnement logique pour résoudre un problème date même de l'époque de la Grèce antique avec Euclide au 3e siècle avant notre ère. À l'époque, ce n'était pas des mathématiques, c'était de la géométrie. Et en fait, Euclide a écrit une œuvre qui s'appelle Les éléments, dans laquelle il donne des éléments géométriques pour pouvoir résoudre des problèmes qui consistent en fait à démontrer des théorèmes, comme le théorème de Thalès, par exemple, qui, lorsque Thalès l'a écrit, n'était pas un théorème. Merci beaucoup Aurélie pour ta réponse. Une dernière question, pareil, qui revient sur une notion de base informatique. Qu'est-ce qu'une data? C'est une excellente question. Alors, ça va être difficile de répondre, je vais essayer d'être courte. Donc, une data, c'est une information. C'est-à-dire qu'une photo, c'est une data, une bande audio, c'est une data, un film, c'est une data, un chiffre, c'est une data, un graphe, c'est une data. Voilà, tout est data. Maintenant, ce qu'il faut faire, et ça vous l'apprenez quand vous faites du code informatique, ou même on peut l'apprendre à tout âge, c'est la différence de type de data. C'est-à-dire qu'on a les datas qu'on appelle structurées et les datas non structurées. Les datas non structurées, c'est tout ce que vous avez autour, tout ce qui décrit quantitativement quelque chose. Une photo qui va définir qualitativement donc une situation, un contexte, ça peut être une bande audio, ça peut être n'importe quoi. Et puis vous avez les datas structurées où en fait on va structurer cette donnée de façon à pouvoir l'exploiter au sein d'un algorithme ou au sein d'un code informatique. Par exemple, on peut décider d'extraire d'une bande audio, par exemple, un ensemble de mots qui vont définir un sentiment de la bande audio, le sentiment étant positif, négatif ou neutre. Ou par exemple, on peut, dans le cas d'une photo, on peut extraire des informations qui vont caractériser la photo elle-même et qu'on va traiter après. Donc là, ça peut être le nombre de personnes sur la photo, ça peut être est-ce que la photo est à l'extérieur, à l'intérieur, des choses comme ça. Et donc, en fait, il y a la notion de data structurée, data non structurée. Et puis, et après, il y a cette notion aussi que moi j'aime bien aborder auprès des élèves, c'est la notion de métadonnées, métadata. Aujourd'hui, lorsqu'on a une data, en fait, souvent je prends le cas de l'email, ça sonne bien auprès des gens. Un email, c'est une donnée, mais qui n'est pas structurée. Pour la structurer, on va définir en fait des métadatas pour définir ce qu'est l'email. Et on va définir par exemple l'email par la date, l'heure à laquelle l'email a été envoyé, la personne. Donc les métadatas, c'est tout ça. C'est l'heure, le jour, la personne qui l'a envoyé, la personne qui l'a reçu, le sentiment, éventuellement, c'est un nœud positif, négatif du contenu de l'email. Ça peut être voilà, des choses comme ça qui vont caractériser l'email. Donc ça, c'est une donnée structurée, donc c'est une métadata qui va caractériser la data qui est l'objet email. Voilà. Super intéressant. D'ailleurs, je relais un commentaire d'un participant. C'est super intéressant, en tout cas. Pour expliquer toutes les dates. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Ça va vous permettre de voir la couverture du livre d'Aurélie. Hop. Et je vous invite, comme je vous le disais en introduction, à vous le procurer. Sans doute qu'il existe en version électronique pour ceux qui, voilà, qui, comme nous tous, sont confinés. Voilà, et vous pourrez y trouver de nombreuses réponses à toutes vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à nous les partager sur les réseaux sociaux ou par email.
Aurélie, je crois que tu restes dans le coin jusqu'à la fin de la conférence. Donc, si vous avez d'autres remarques, nous pourrons éventuellement les relayer s'il nous reste un petit peu de temps. Un grand merci pour cette Je introduction. voulais juste finir quand même par quelque chose. Si Oui, tu me permets, et je voulais vraiment dire, voilà, moi j'encourage, je voulais dire aux gens qui écoutaient aujourd'hui, déjà merci d'être là. Et je voulais vous dire que Coloris, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je le dis vraiment avec le cœur parce que on donne l'accès aux tout petits, en fait, avec des moyens très simples de comprendre l'algorithmique, la logique informatique, tous les mots qui sont un peu des buzzwords, mais qui en fait peuvent être déchiffrés par un enfant sans ordinateur. Et vraiment, je le dis d'autant plus que les tout petits, ils apprennent très vite, ils apprennent bien, et après, ils ont plein de questions qui même nous challenge nous. Donc vraiment, enfin, si vous pouvez, voilà, allez découvrir Coloris, et je crois ne pas me tromper, à la fin de la session, lorsque Fabienne et toi vous aurez parlé, vous allez justement mettre à disposition des gens en fait un contenu téléchargeable pour qu'ils puissent jouer avec leur enfant. Avec la méthode Coloris. Voilà, je voulais juste dire ça parce que vraiment, c'est une très très belle méthode qui est en plus extrêmement inclusive parce qu'elle encourage tous les enfants, peu importe leur genre, leur milieu social, leur appétence pour les sciences, c'est pas le problème. Comme je dis souvent, et c'est ce que dit un ami à moi, Emmanuel Chenzer, aux États-Unis, tous les enfants sont des data scientists. Parce ils passent leur vie à comparer les choses en disant je mange 2 fois plus vite que toi, je cours 2 fois plus vite que toi, je vais faire 3 fois moins de voilà tu vois. Et donc il faut garder cette appétence et Coloris utilise cette nature en fait chez l'enfant à comparer les choses pour pouvoir développer en fait son appétence dans les sciences. Et voilà, c'est tout. bah, un grand merci du fond du cœur. Alors, bah justement, je pense que sans transition, on va vous parler un petit peu de coloris. Avant de poursuivre, je voudrais reprendre sur l'importance d'apprendre à coder. Donc, Aurélie nous a donné beaucoup de pistes. Je l'en remercie vivement. Je crois qu'il y a une autre personne aussi qui résume assez bien la situation dans son livre, c'est l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je vais vous lire un passage qui est très court de son dernier livre, Construisons ensemble l'école de la confiance, parce que ce passage me paraît être tout à fait explicite par rapport à la conviction qu'on partage chez Coloris. Alors, il nous dit, de fait, nous vivons peut-être le début d'un troisième temps de l'humanité. Après le temps de la nature, après celui de la machine, va peut-être advenir celui de l'homme-machine qui prolongera et infléchira l'anthropocène. Et il ajoute un peu plus loin, mais plus ces possibilités se développeront, plus nous aurons besoin d'humanité, de lieux pour incarner la transmission des savoirs, plus nous aurons besoin d'interprétation, de recul, de mise en perspective, de regard critique, de culture générale. Et pour moi, ce passage est très important parce que c'est vraiment le point clé pour Coloris. C'est vraiment cette envie qu'on partage chez Coloris, c'est la mise en perspective et développer l'esprit critique des enfants qu'on accueille dans nos ateliers. Alors, pourquoi apprendre à coder? L'une des raisons aussi qui nous anime chez Coloris, c'est effectivement la volonté de construire un monde plus inclusif. Parce qu'il y a fort à parier que les enfants qui comprendront les enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle seront plus à même d'évoluer dans notre société en citoyens et en professionnels éclairés. C'est aussi ce qu'Aurélie soulignait tout à l'heure. Et je crois que l'une des dérives les plus dangereuses à laquelle il nous faut tous être attentifs, c'est justement l'accroissement des inégalités. Et le numérique est un facteur qui peut accroître les inégalités. Et voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont partagées pendant ce temps de confinement par rapport à cette fracture numérique qui peut être très dangereuse. Il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yuval Noah Harari qui nous alerte véritablement sur ces dérives inégalitaires et qui va jusqu'à dire que le fossé entre ceux qui maîtrisent la technologie et ceux qui ne maîtrisent pas la technologie pourrait être aussi important que celui qui existait entre Sapiens et Néandertal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez colossal. Donc, nous, on souhaite véritablement enrayer au plus tôt ces mécanismes inégalitaires en permettant aux jeunes de tout milieu de bénéficier d'un enseignement de qualité sur ces sujets. Et on pense véritablement que cette initiation précoce seront un atout précieux pour tous ces jeunes. S'initier à l'informatique dès le plus jeune âge a une autre vertu, c'est qu'elle permet de créer des vocations auprès de populations qui sont sous-représentées dans les métiers du numérique aujourd'hui, à savoir les femmes et les personnes issues de milieux défavorisés. Et il y a une étude qui montre qu'en effet, introduire les sciences informatiques dès le plus jeune âge favorise ces vocations. Donc, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur chez Coloris.
Alors pourquoi dès le plus jeune âge? Je viens de l'expliquer. C'est aussi parce que, comme Aurélie l'a dit, les enfants sont dotés de capacités exceptionnelles tout petits. Dès le plus jeune âge, ils absorbent pleinement leur environnement et le numérique fait partie de leur environnement. Et nous, chez Coloris, on a la conviction qu'il faut leur donner des clés de compréhension de ces outils qu'ils trouvent dans leur foyer, dans leur école, un peu partout. Dès les premiers mois de vie, finalement, le petit enfant développe des compétences très intuitives en sciences et en logique. Et on pense que c'est très important de, du coup, profiter de cette appétence très jeune pour les embarquer sur ces sujets. On pense aussi, et ça, c'est pas que pour les enfants, je pense qu'Aurélie sera d'accord avec moi, que l'apprentissage du numérique et des sciences informatiques permet pour tout le monde de développer son esprit critique et son sens critique. Aujourd'hui, on passe un temps considérable derrière nos écrans, voilà, tout petits comme plus grands. Et face aux écrans, deux postures sont possibles. Il y a la posture très passive où on consomme du contenu un peu aveuglément. Et il y a une posture beaucoup plus active, qui est celle évidemment qu'on défend chez Coloris, où on va questionner l'outil, on va regarder ce qui se passe derrière l'écran et essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui nous permettent d'arriver à tel ou tel résultat. Autre intérêt fort de l'apprentissage du numérique, et là aussi c'est vrai chez les enfants, mais c'est aussi vrai chez les adultes, apprendre à coder permet de développer très fortement sa logique. Alors ce n'est pas une compétence à laquelle on pense intuitivement quand on parle de numérique et d'enfants, mais pourtant la logique est une compétence qui va pouvoir mettre à profit dans plein d'autres matières, dans les mathématiques, dans la résolution de problèmes. Et en programmant, en fait, l'enfant fait un effort mental que peu d'autres disciplines lui permettent de faire, en tous les cas, à un si jeune âge. Et alors, chez Coloris, vous l'avez peut-être compris, on propose une approche qui est complètement sans écran. Alors, pourquoi sans écran? Donc, même si le contexte actuel nous amène forcément à reconsidérer la place de l'écran, et je pense que voilà, les écrans, quand il s'agit d'interaction humaine, sont à considérer différemment que lorsqu'il s'agit de contenu totalement abrutissant, hein. Mais en tous les cas, chez Coloris, on propose une approche qui est déconnectée parce qu'en fait, l'informatique repose sur des concepts logiques qui sont totalement indépendants des écrans et que les enfants peuvent donc manipuler. Comme la force centrifuge n'a pas attendu la centrifugeuse pour exister, l'informatique, voilà, l'algorithmique existe avant l'informatique. Et donc, bien souvent, voilà, les enfants peuvent manipuler tous ces concepts, qu'il s'agisse d'algorithmique, de système binaire, de logique booléenne, de robotique, totalement sans écran. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur la méthode Coloris. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, en fait, la méthode Coloris, vous l'avez compris, ce sont des ateliers d'informatique innovants sans écran. Donc, on a créé tout un parcours d'activités créatives, ludiques, sensorielles et même philosophiques. On propose depuis peu des ateliers philosophiques pour véritablement prendre de la distance vis-à-vis de l'outil et permettre aux enfants de comprendre ce sujet à un âge où véritablement tout les fascine. Et encore une fois, le numérique fait partie de l'environnement et le numérique les fascine. Et donc, on se sert de cette imagination, de cette fascination pour les amener à manipuler et à comprendre. Ce sont donc une méthode qu'on a traduite sous forme de formation qu'on propose pour les adultes, enseignants, animateurs de centres de loisirs, donc plus largement toute la communauté éducative, sous forme d'ateliers qu'on propose en direct donc auprès des enfants dans les écoles, les centres de loisirs, et à travers la vente de produits et de publications que vous pouvez dès à présent trouver en librairie. C'est une méthode d'inspiration Montessori, effectivement, et Fabienne, voilà, qui est présente aujourd'hui, contribue fortement à garantir cette approche. Fabienne, qui est éducatrice Montessori de formation. Nous, on a la conviction que les enfants apprécient d'autant plus nos activités parce qu'elles répondent à leurs besoins d'autonomie, de manipulation, d'autocorrection, de bienveillance. On est vraiment dans cette approche et on s'appuie de manière assez rigoureuse sur les principes décrits par Maria Montessori dans ses différents livres. C'est une approche qu'on a développée à travers une fiction qui s'appelle Ayo le robot. Donc en fait, les enfants, quand ils rentrent dans l'approche Coloris, vont rentrer tout d'abord dans une narration. Ils vont suivre
petites filles qui illustrent tous les deux le manque de diversité qu'on observe aujourd'hui dans les métiers du numérique. Et à travers 5 chapitres, ils vont pouvoir découvrir bah, les bases de l'informatique. Et chacun de ces chapitres va les accompagner vers des activités de manipulation et de compréhension de ces activités. Donc, typiquement, ils vont pouvoir programmer un petit robot qui s'appelle Cubeto, qui a été développé par une société anglaise qui s'appelle Primotoys, qu'on utilise dans nos ateliers. Ils vont pouvoir comprendre la logique binaire à travers la manipulation de mosaïques noires et blanches. Ils vont pouvoir, par exemple, donc tout ça, ce sont vraiment des exemples, hein, puisqu'on est sur près de 50 activités chez Coloris, donc j'en ai juste sélectionné quelques-unes. Ils vont pouvoir découvrir les instructions conditionnelles à travers des coloriages logiques, à colorier selon des conditions. Ils vont pouvoir également, et ça c'est très important pour nous, étayer leur culture générale vis-à-vis du numérique à travers des images classifiées. Donc les images classifiées, c'est une activité typiquement Montessori. Donc nous, on a développé ces images classifiées sur la technologie. Donc ici, vous voyez les robots, mais on a aussi des images sur l'intelligence artificielle, sur les inventeurs de l'informatique, sur les algorithmes, voilà, sur différents sujets qui permettent aux enfants d'appréhender le vocabulaire technique lié à la technologie. Pour tous les enfants, Aurélie l'a dit effectivement en préambule, ça fait vraiment partie de l'ADN d'avoir une démarche inclusive chez Coloris. On s'adresse le plus possible aux enfants issus de tous les milieux, et pour y parvenir, en fait, on travaille beaucoup avec les collectivités. Donc aujourd'hui, on travaille environ avec 14 communes, dont des communes comme Montreuil, Pantin, Puteaux, Noisy-le-Grand, et au sein même des quartiers prioritaires. Voilà, donc on est vraiment directement sur le terrain avec les enfants de ces différentes communes. Et même pendant le confinement, parce que récemment, effectivement, on a développé en quelques jours, suite à une demande, des ateliers à distance. Alors, on peut se questionner sur le sans écran, avec écran. Mais on a essayé justement parce que Coloris, on arrive à résoudre des paradoxes et à résoudre des injonctions paradoxales totalement folles. Ben, on a planché sur le sujet, et donc les enfants font des ateliers distanciels avec un animateur qui anime des activités de manipulation. Donc les enfants sont véritablement face à des activités qui les font qui les mettent dans une posture active, animée à distance par des animateurs. Et ces premiers tests s'avèrent extrêmement concluants. Les enfants sont totalement engagés dans les activités et en redemandent. Donc, pour nous, c'est très, très encourageant. Donc, on va passer maintenant à la partie présentation des activités. Donc, encore une fois, Coloris, c'est près de 50 activités. On ne va pas pouvoir toutes vous les présenter ici. On a choisi 3 activités qui nous paraissaient intéressantes à réaliser chez vous avec vos enfants. Une des 3 activités est une activité de notre partenaire Learning Beautiful. Donc, Learning Beautiful, c'est une start-up américaine fondée par Kimberly Smith qui met à disposition du matériel d'inspiration Montessori pour initier les enfants au numérique et à l'informatique dès le plus jeune âge. Et c'est une start-up qui est née suite à 3 ans de recherche au MIT Media Lab sur ce sujet. Et on travaille étroitement avec Kimberly Smith. Voilà, on s'inspire l'une l'autre, et on travaille étroitement sur différentes activités parce que voilà, on partage les mêmes valeurs et la même vision de l'éducation numérique pour les enfants. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir une des activités Learning Beautiful que Fabienne va vous présenter dès à présent. Très bien, bah, merci beaucoup Abélia. Est-ce que je pourrais te demander s'il te plaît d'enlever la présentation? Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Fabienne Baudu, je suis éducatrice Montessori de formation et je suis également animatrice et formatrice chez Coloris depuis plus ou moins sa création, depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Alors, comme vous a dit Amélia, Coloris aujourd'hui, c'est plus de 50 activités pédagogiques pour initier les enfants au numérique et à la technologie. Aujourd'hui, on va vous en présenter 3. Et avant de commencer, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une activité Coloris. Donc, les activités Coloris initient les enfants au concept clé de l'informatique. Et elles sont réparties en 3 groupes. Donc, nous avons un premier groupe qui est dédié à l'algorithmique et la programmation.
Donc, parmi les 3 activités que je vais vous présenter tout de suite, il y en a 2 qui sont dans ce groupe-là. Le deuxième groupe d'activités, c'est le groupe des activités binaires alors, ces activités sont consacrées ou abordent, si vous préférez, la notion de pixels et de langage binaire. Donc, vous avez vu dans la présentation les activités avec des mosaïques et des gommettes. Et le troisième groupe d'activités, c'est un groupe très important parce que chez Coloris, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est expliquer en fait aux enfants comment fonctionnent tous ces objets qui nous entourent, tous ces outils numériques qu'on utilise au quotidien. Et ce qu'on cherche à faire donc, c'est leur donner une représentation réaliste de tous ces objets, une bonne compréhension de ces outils, et puis aussi une culture générale de base en leur transmettant du vocabulaire. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par la première activité qui s'appelle « Code ton dessin ». Donc, cette activité, elle appartient au groupe 1 des activités Coloris. C'est une activité qui aborde la notion d'algorithme. Alors, comme Aurélie nous a très bien expliqué tout à l'heure, un algorithme, c'est une suite d'instructions en vue de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Et dans cette activité, le résultat, c'est un dessin, tout simplement. Voilà, donc pour cette activité, vous avez besoin… Alors, évidemment, toutes les activités qu'on vous présente sont très simples. Elles nécessitent très peu de matériel et puis elles peuvent être faites à la maison dès ce soir, dès demain, voilà, de manière très, très facile. Donc, pour cette activité, vous avez besoin d'un ordinateur et idéalement d'une imprimante pour imprimer les instructions, d'une feuille de papier et de feutre ou de crayon de couleur, ce que vous avez à la maison. Alors, je vais vous montrer donc les instructions en question. Voilà, donc nous avons une série d'instructions. Ce sont des chiffres de 1 à 5. Je vous montre, vous voyez bien. Ça, c'est 1. Donc, ça va de 1 à 5. Ça, c'est le nombre de choses à dessiner. Ensuite, vous avez des adjectifs de taille. Donc là, vous avez petit, moyen, grand. Ensuite, vous avez des éléments à dessiner. Donc, les éléments, là, c'est un petit nuage, vous avez un bonhomme, vous avez une petite maison, un soleil, etc., etc. Vous avez évidemment des couleurs. Voilà, des couleurs. Donc là, c'est le bleu, mais vous en avez une petite dizaine. Et enfin, vous avez des prépositions spatiales. Alors, en haut à gauche, là, si on voit très bien. En haut à gauche, en haut à droite, au milieu, etc., etc. Donc, vous allez présenter cette activité en disant à l'enfant, je vais te donner des instructions et toi, tu vas dessiner ce que je te dis de dessiner, tout simplement. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, vous allez dire à l'enfant, tu vas dessiner un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, petit nuage bleu. Et puis, tu vas le mettre en haut à droite, voilà, de la feuille. Et là, vous prenez un joli feutre bleu et vous dessinez un petit nuage bleu en haut à droite de la feuille. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, le résultat n'est pas extrêmement intéressant, je vous le montre quand même, mais voilà. Et si à ce stade, l'enfant, il a bien compris les instructions, vous sentez qu'il a bien compris qu'il veut le faire, vous pouvez lui proposer de continuer tout seul, c'est-à-dire de mettre ses instructions et puis après de les dessiner. Si vous le sentez pas très à l'aise ou pas très à l'aise avec la consigne en tout cas, vous pouvez lui reproposer une autre série d'instructions. Donc là, je vais vous donner un autre exemple et puis après, bon, on arrêtera parce que je pense que vous avez compris. Vous pouvez lui dire, maintenant, tu vas dessiner 2 grands arbres, 2 grands arbres. Et puis, on va compliquer un petit peu. On va lui dire que les arbres, ils sont verts, puis ils sont marrons. Voilà. Et puis, cette fois-ci, il va les dessiner en bas à gauche. Voilà.
Et là, en toute logique, l'enfant va prendre un joli feutre marron et puis il va dessiner effectivement ces deux grands arbres. Voilà, marron et vert. Voilà. Alors ça, c'est à peu près l'étendue de mon talent en dessin, voyez. Donc, rassurez-vous, évidemment, ce n'est pas un cours de dessin. Que l'enfant dessine bien ou pas n'a pas vraiment d'importance, puisque vous l'aurez compris, en fait, dans cette activité, ce qui est important, c'est que l'enfant suive les instructions qu'on lui a données et dessine ce qu'on lui a demandé de dessiner. Alors, le but de cette activité, c'est évidemment d'appréhender cette notion d'algorithme, donc de suite d'instructions à respecter. On est sur une activité qui est à cheval entre l'algorithmique et la créativité, parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il va dessiner à sa manière. Vous donnez les mêmes instructions à un autre enfant ou à un autre adulte, et bien évidemment, le résultat ne sera pas le même. Voilà, donc vous pouvez proposer cette activité à un enfant qui sait dessiner, donc à partir de 3 ans et demi, 4 ans, et qui comprend les instructions, sachant que si c'est trop compliqué pour l'enfant, vous pouvez mettre moins d'instructions et au fur et à mesure en rajouter. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour cette activité. Ça, je précise que ça marche très bien avec les enfants parce que voilà, c'est quand même du dessin, donc en général, c'est quelque chose à la fois familier, ludique. Les enfants, en général, aiment énormément cette activité et l'avantage, c'est qu'ils peuvent jouer à deux. Avec un grand frère, enfin avec un frère ou une sœur, peu importe, ou avec un parent, et on peut échanger les rôles. Il y en a un qui donne des instructions et l'autre qui dessine, et puis après on inverse les rôles. Voilà. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité que je voulais vous présenter, alors c'est une activité qui nous vient des États-Unis, effectivement, qui nous vient d'une entreprise qui s'appelle Learning Beautiful, dont Amélia vous a parlé, et qui fait un travail formidable, voilà, effectivement, pour créer des activités ludiques, d'inspiration Montessori. Et cette activité, elle appartient également au groupe 1, donc algorithmique et programmation. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais un des premiers ordinateurs, en fait, c'était un métier à tisser. C'était un métier à tisser programmable, inventé par un Français au XVIIIe siècle, un certain Joseph-Marie Jacquard. Et ce monsieur a eu l'idée de rendre un métier à tisser plus ou moins autonome en faisant passer à l'intérieur du métier à tisser des cartes perforées qui contenaient des instructions. En fait, les instructions en question, c'était la position des fils, le choix des fils de couleur, etc. Et à la fin, on obtenait des motifs différents. Alors, Learning Beautiful a eu l'idée en fait de reproduire cette activité sur papier. Donc là encore, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas grand-chose, si vous avez, je ne sais pas, du papier journal, du papier cadeau, n'importe quel papier fera l'affaire. De préférence un papier un petit peu rigide, si vous avez. Et vous allez découper, en fait, on vous donne les dimensions. Quand on va vous donner les documents à télécharger, il y a les dimensions dedans. Donc là, vous fabriquez en fait dans un rectangle un papier un genre de métier à tisser. Vous découpez des bandes de papier. Et puis, bien évidemment, idéalement, vous imprimez, ou si vous ne pouvez pas les imprimer, vous les montrez à l'écran à l'enfant, les instructions. Et là, les instructions, c'est très simple. À chaque fois que vous avez un rond blanc, eh bien, ça veut dire qu'il faut passer la bande en dessous. Il faut qu'elle soit non visible. Et à chaque fois que vous avez un rond noir, il faut passer la bande au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit visible. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, vous avez... Donc là, si je respecte le code, je passe en dessous. Puis ensuite, je passe au-dessus. Ensuite, je repasse en dessous. Et puis au-dessus. Voilà, donc ma première bande est positionnée. Elle respecte bien le code. On est passé en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et là, une fois que vous êtes à peu près sûr que l'enfant a compris, vous pouvez lui laisser finir le quadrillage. D'accord? Il y a 4 bandes, donc je ne vais pas le faire parce que
ce serait un petit peu long, mais je vais vous montrer le résultat. Le résultat, c'est ça. Donc là, vous avez un quadrillage qui est relativement simple, avec 4 bandes. Alors, il faut savoir qu'on en a 2 autres. On a un quadrillage avec 8 bandes. Donc, vous n'avez plus 4 bandes, mais 8. Donc, c'est juste un petit peu plus long. Mais ça permet aussi de faire des motifs qui sont un petit peu plus complexes. Voilà. Et un 3e quadrillage qui, là, demande une certaine patience, y compris à un adulte d'ailleurs. Et je peux vous le dire parce que je l'ai fait. Donc, c'est un quadrillage qui prend un peu plus de temps. Regardez comme c'est joli. Voilà, vous avez donc là 16 bandes de papier à positionner, toujours en respectant le code qu'on vous a fourni. Alors, bien évidemment, pour cette activité, il vaut mieux commencer cette activité avec un enfant de 4 ans pour le petit quadrillage, donc les 4 bandes, parce que en réalité, ce qui est un petit peu difficile dans cette activité, c'est pas tant de comprendre le principe, qui est relativement simple, même pour l'enfant, mais c'est quand même un gros travail de motricité fine que de faire passer les bandes en dessus et au-dessous. Donc, rien que ça demande quand même un certain effort à l'enfant et il faut le prendre en compte. Donc, le petit quadrillage à partir de, on va dire, 4 ans, le quadrillage moyen à partir de 5 ans et demi, et puis le grand quadrillage à partir de 7-8 ans, parce que celui-là, il demande énormément de patience. Voilà, pour ce qui est donc de Tisse ton code, parce que je n'ai pas dit le nom de cette activité, mais c'est Tisse ton code. Et je vais vous... Alors, je ne vous ai pas parlé du but de l'activité, mais le but de l'activité, c'est le même que précédemment. Donc, c'est le fait de respecter des instructions, tout simplement pour obtenir un résultat et un résultat qui est précis. Et donc, la 3e activité que je voulais vous présenter, alors celle-là, elle appartient au groupe 3 des activités coloris, c'est-à-dire le groupe culture et vocabulaire. Donc, comme je vous disais, nous, on a à cœur chez Coloris de donner une représentation donc, de la technologie et de tous ces objets qui nous entourent, une représentation réaliste et des clés de compréhension. Et pour ça, Amélia s'est inspirée de la pédagogie Montessori et elle a créé une série d'images classifiées. Alors, les images classifiées, je vais vous montrer à l'écran. En fait, ce sont des imagiers sur un thème précis. Alors, chez Montessori, on va parler aux enfants des animaux, des plantes, voilà. Chez Coloris, bien évidemment, on parle de technologie. Hein, on va leur parler d'intelligence artificielle, on va leur parler des robots, des écrans, des inventeurs, de l'informatique. Voilà. Donc, Amélia a créé, c'est une des premières activités Coloris en réalité, une série donc sur les robots. Et cette activité, alors, elle nécessite encore une fois, si vous avez une imprimante couleur, tant mieux, vous les imprimez. Sinon, ce n'est pas grave, vous les montrez à l'écran à votre enfant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et cette activité, elle nécessite, alors là, elle nécessite un peu l'adulte, puisqu'au début, c'est vous qui allez présenter en fait les activités, les robots aux enfants. Donc, il va falloir que vous utilisiez le script qu'on va vous donner. Et le premier robot que je voudrais vous présenter, il y en a 12 en tout, mais je vais vous en présenter que 3. C'est Sophia. Alors Sophia, peut-être que vous la connaissez. Sophia, c'est un robot, comme vous voyez, humanoïde, qui a été conçu pour interagir avec les humains. Donc en gros, elle fait la conversation. Hein. C'est un robot qui est capable de répondre à des interviews, voilà, qui est capable de parler en public, qui a de la propos, qui fait des blagues. Enfin, vous verrez dans YouTube, si ça vous intéresse, vous tapez Sophia, vous allez tomber sur des vidéos et des interviews de Sophia. Elle fait l'objet d'une controverse, Sophia, puisque c'est le seul robot au monde qui a une nationalité, elle est saoudienne. Et ça pose beaucoup de questions philosophico-juridiques sur le statut des robots dans notre société. Ont-ils les mêmes droits que les humains, plus, moins, etc. Donc, ça pose pas mal de questions. Donc, elle fait l'objet également d'une controverse. Là, je précise que c'est un script pour les adultes que je suis en train de faire. Hein. Pour les enfants, je ne rentre pas trop dans les détails. Hein. Voilà, enfin, je dis moins de choses.
Alors, le deuxième robot que je voulais vous montrer, c'est Atlas. Alors, Atlas est un humanoïde également, comme Sophia, mais ce n'est pas un robot d'interaction, puisque lui, c'est un robot industriel. Donc, il est utilisé dans la recherche et l'industrie, et notamment, comme vous pouvez imaginer, il est assez costaud, donc il peut porter des choses très lourdes dans les usines, par exemple. Et il a une particularité, alors là, qui laisse sans voix les enfants, parce qu'il trouve ça très bizarre que ce soit exceptionnel pour un robot, mais quand il tombe, il se relève. Alors, pour un humain, c'est très, très facile. Pour un robot, c'est beaucoup moins simple. Donc, voilà, quand les enfants apprennent que ce robot, il se relève, ils ne sont pas impressionnés. En réalité, c'est très impressionnant pour un robot. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être que vos enfants le connaissent, c'est Nao. Pourquoi on le connaît en France? Parce qu'il est français, ce petit robot, en fait. Et c'est un robot qui chante, qui danse, qui raconte des blagues, qui fait des spectacles. Donc, en plus, il a un design très sympa qui plaît énormément aux enfants. Donc, vous pouvez le voir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Je crois même qu'il est en vente au moment de Noël. On le trouve des fois dans les magasins. Voilà, donc c'est un robot d'interaction, évidemment, qui lit les émotions, qui est assez performant, qui peut se relever aussi tout seul. Voilà. Alors, il y en a 9 autres que je ne vous présenterai pas, mais que vous découvrirez dans le PDF qu'on va vous partager. Alors, ce qui est intéressant de faire, une fois que vous avez présenté tous les robots aux enfants, ce qui est intéressant de faire, c'est des petits jeux. Parce que, bon, une fois qu'on a présenté, on est un petit peu, voilà, un peu à court d'idées. Donc, pour ça, Amélia a fourni, en fait, une série d'images renseignées avec le nom et une série d'images non renseignées. Je vous montre la bonne. Voilà. Et ça va vous permettre de faire des petits jeux de mise en paire avec les enfants. Vous connaissez peut-être le jeu du memory. Hein, vous retournez toutes les cartes, donc les images renseignées, les images non renseignées, et puis l'enfant, il doit reconstituer des paires tout simplement. Vous pouvez le faire avec lui, il peut le faire tout seul ou avec son frère, sa sœur. Voilà. Donc ça, c'est une première idée de mise en paire. Il y en a une autre qui est plus Montessori dans l'esprit. C'est vous mettez une série d'images, la série d'images renseignées d'un côté de la pièce, la série d'images non renseignées, et vous demandez aux enfants d'aller chercher ce robot. Ou s'il est à l'aise, vous pouvez lui dire « va chercher Sophia ». Voilà. Et alors, ça a l'air de rien comme exercice, mais pour un enfant de 3-4 ans, c'est un gros travail de mémorisation, c'est un gros travail de concentration. Et en plus, mine de rien, il apprend, en fait, en jouant, il apprend le nom des robots. Et puis après, il apprend à les reconnaître aussi. Et puis, plus tard, il les verra à la télé et il les reconnaîtra. Voilà, pour ce qui est donc de cette troisième activité. Le but de cette activité, c'est évidemment d'enrichir le vocabulaire de l'enfant et sa culture générale, tout simplement. Et cette activité, elle peut être proposée aux enfants des 3 ans. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour donc, des activités. Vous aurez tout ça en téléchargement après, le webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire ces activités avec vos enfants. En ce moment, voilà, la situation y est propice. Donc, c'est des activités, on espère, qui vont plaire à vos enfants. Et en tout cas, on est ravis de les partager avec vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vais reprendre la parole. Je vais redonner la parole, à Amélia pour la conclusion. Oui, mais merci beaucoup Fabienne, c'était super. Juste une petite précision par rapport aux activités sans écran, avec écran. Évidemment, on est dans un contexte tout à fait exceptionnel et on observe dans les messages qu'on que beaucoup de familles n'ont pas d'imprimante et tout le monde n'est pas doté de qualité de dessinateur pour pouvoir reproduire par exemple tous les robots. Donc évidemment, on préconise plutôt chez Coloris de ne pas exposer les enfants avant 7-8 ans face à un écran. Voilà, aujourd'hui, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles, voilà, je ne crois pas que ce soit très néfaste que l'enfant passe 10 minutes, un quart d'heure à observer des robots accompagnés par son parent qui lui en explique les usages et les limites, parce que du coup, l'activité en téléchargement est accompagnée de scripts
pour les enfants. Donc, on ne vous laisse pas tout seul face à ces images. En tant que parent, vous avez la possibilité de vous appuyer sur les descriptions qui accompagnent chacune des images pour expliquer donc, ces robots à vos enfants. Donc, comme il nous reste 10 petites minutes, je vous propose de faire un tour des questions que vous posez. Alors, je fais ça de manière totalement spontanée et pas préparée. J'ai vu 2 questions sur le TEDx dont tu parlais, Aurélie. Tu as parlé d'un TEDx. Je ne sais pas si on a la réponse. Ah, tu es en mute. Il faut que… On ne t'entend pas. Comme vous remarquez, je gère très bien la technologie. Donc, en fait, c'est Joy Boliani qui est… vous tapez Joy, J-O-Y, Boliani, j'ai toujours mal à le dire et à le décrire. Mais on le mettra dans un… Enfin, je te le donnerai, Amélia, comme ça tu pourras le mettre dans un des posts. C'est vraiment un TEDx qu'elle a donné en 2016 et c'est vraiment à Boston. Et c'est vraiment parlant parce qu'elle montre son expérience et elle en live et elle explique en fait pourquoi les algos peuvent potentiellement développer des biais. Et donc voilà, donc ça dure 15 minutes, 12-15 minutes, et on le mettra dans un post de coloris si tu veux, enfin je t'enverrai le lien exact. Oui, bah, bien volontiers, on le partagera sur Instagram, Twitter. Donc, ah bah il y a le lien. Quelqu'un a mis le lien. Super, ouais, super. voilà, Merci, spectateur anonyme. On se connaît, j'appelle Joy, mais oui, voilà, et c'est vraiment un super TEDx, un TED Talk, je recommande. Merci Aurélie. Alors, des questions plus pragmatiques sur comment mettre en place Coloris dans votre contexte. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur la formation. Donc, effectivement, normalement, on fait des formations présentielles. On a un lieu dans le 20e arrondissement qu'on appelle la Maison Coloris, au sein de laquelle on accueille des enseignants, des animateurs, des éducateurs, des parents, des curieux. Et nous-mêmes, on va faire des formations dans les écoles et les centres de loisirs. Alors, en ce moment, tout ça, effectivement, est suspendu. En revanche, on a mis en place depuis quelques jours de la formation en ligne. Donc, on a complètement traduit toute notre formation présentielle en formation à distance sous forme de classe virtuelle. Donc, on a vraiment réfléchi à la pédagogie pour que ce soit le plus qualitatif possible pour les participants. Donc là, je parle de participants adultes qui auraient envie de proposer Coloris à des enfants dont ils ont la charge, voilà, soit en classe ou sur du temps périscolaire. Alors, un très grand merci pour votre engagement et vos propositions. C'est un très joli ouvrage que vous proposez. Je pense que c'est pour toi, Aurélie. Toutes les activités sont géniales. Merci beaucoup. Je suis en direct. Je fais ça de manière non préparée. À partir de quel âge sont les activités? J'ai vu ça passer plusieurs fois. Donc, Coloris, c'est vraiment avant 6 ans. Donc la maternelle, ça nous arrive de travailler avec des enfants un peu plus grands, CP, CE1. On n'est pas du tout contre les écrans, que l'on soit bien d'accord. On est pour un usage adapté. Et l'adaptation, ça passe déjà par l'âge. Donc, on pense qu'effectivement, avant 7-8 ans, ce n'est pas préconisé. Et pour les plus grands, en revanche, il y a des choses absolument extraordinaires à faire en apprentissage du numérique sur écran. Et on travaille beaucoup avec un acteur qui s'appelle Magic Makers, voilà, qui propose effectivement de prendre la suite de Coloris pour les enfants un peu plus grands, qui est un acteur majeur qui existe depuis 5 ans maintenant et qui a accueilli des milliers d'enfants au sein de ces ateliers et qui propose voilà, des activités absolument formidables jusqu'à des activités de développement d'intelligence artificielle pour les enfants un petit peu plus grands quand même, de 14-15 ans il me semble. Donc voilà, on vous invite à regarder ce que font Magic Makers. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde. Combien de temps durent en moyenne les activités à faire chez soi? Vraiment, suivez, j'ai envie de dire, le rythme de votre enfant. Il y a une fausse idée qui court sur les enfants, notamment les petits-enfants, c'est qu'ils ne sont pas capables de se concentrer.
Dès lors que l'activité répond à leurs besoins et est proposée dans un contexte calme, sans distraction, en fait, l'enfant petit est capable de se concentrer très longtemps. Donc, si vous observez que votre enfant est engagé dans l'activité, la première chose que je vous conseille, c'est de ne pas intervenir, même pas pour lui dire c'est bien, parce que ça peut être suffisant pour qu'il s'en détourne, mais de le laisser le plus possible. Et puis, on observe parfois des enfants qui restent 1 heure à faire les activités binaires ou même plus que ça, enfin, qui ne sont pas contents parce que c'est la fin de l'atelier, en fait. Donc, il n'y a pas de réponse. Vraiment, la réponse dépend de votre enfant. Adaptez-vous à son rythme. Si vous sentez qu'il est ennuyé, proposez-lui autre chose. Mais si vous sentez qu'il est engagé dans l'activité, ça peut durer autant de temps qu'il le souhaite. Voilà, il y a plusieurs questions sur le replay. Effectivement, on a enregistré ce webinaire, donc on va le proposer sur YouTube. On vous enverra la vidéo. Toutes les personnes qui souhaitent le voir à nouveau ou, voilà, ou pouvoir en bénéficier ultérieurement. Je pense qu'on arrive à la fin de ces échanges. Je vous remercie d'avoir été présent, pour toutes vos questions, pour votre enthousiasme. Merci encore 1000 fois Fabienne et Aurélie. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Et puis, à bientôt. À très vite. Oh.